manger à quelle heure, justement? Vous avez le bonjour de mon chien. Ok. Vous avez prévu un truc ou... Non. Bon, alors, hop, on va commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça va se connecter au fur et à mesure. C'est en train de monter. Tout le monde, on va se mettre un petit peu. Ouais. Je peux. Attends. Voilà. Ok. Voilà. On attend peut-être encore 2 minutes. Ouais, c'est bon. Bon, c'est très bien. Si, en fait, j'ai une autre question. Alors, je mets tout le monde en muet, mais j'ai l'impression que partout. Ouais. Quand vous vous connectez, juste faites attention de vous mettre en mute. Mais bon, j'essaye de le faire automatiquement à chaque fois que quelqu'un arrive. Mais voilà. Peut-être, il me semble que tu as quelque part pour le déclencher quand tu j'avais fais la mis. réunion. Ouais, je l'avais mis. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Bonjour. Bonjour. Enchantée. De quoi? Ok. Allez, on se lance, on commence. De toute façon, tout le monde va commencer à se connecter, je pense, au fur et à mesure. Mais on y va. Alors, bonjour à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui sur ce webinaire organisé par les acteurs de la finance responsable. Alors, les AFR, qui sommes-nous? Tout d'abord, je me présente, Olivia Blanchard, présidente de l'association. J'ai une expérience professionnelle de 13 années comme compliance officer au sein des marchés financiers, aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y a 4 ans, j'ai créé Life Consulting, une société de conseil et de formation sur la réglementation financière. Cette expérience, cumulée de mon statut d'indépendante, il m'a permis, il y a moins d'1 an, de co-créer cette association avec 3 autres membres fondatrices, Josette Amor, Patricia Pirio et Sarah Labbé. Nous, les 4 fondatrices, nous avons défini les valeurs de l'AFR, une finance qui agit en conscience, en respectant le vivant. Et nous avons dessiné le cadre, celui des acteurs financiers. Parce que pour nous, nous sommes convaincus que la finance est un acteur incontournable et indispensable pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. À ce jour, notre collectif rassemble 150 membres, tous engagés pour une finance en conscience, amie de l'homme et de la nature. Une de nos spécificités les plus importantes est que nos membres ont pris cet engagement à titre individuel et personnel. En effet, afin de préserver notre indépendance et notre intégrité, nous avons choisi de ne pas accueillir de membres institutionnels parce que nous sommes persuadés que c'est la somme d'engagements individuels qui donnera réalité à une œuvre collective. Alors, nos missions, elles s'articulent autour de 4 axes. Rassembler, parce que l'union fait la force. Nous avons voulu créer un espace dans lequel toutes les personnes exerçant un métier en lien de près ou de loin avec l'argent et qui ont conscience du pouvoir qu'ils ont d'agir pour une finance responsable puissent se rencontrer. Nous ne sommes pas seuls à vouloir une finance qui intègre les enjeux climatiques, protège la biodiversité, diminue les inégalités sociales ou prend en considération le bien-être animal.
Informer, parce que la prise de conscience passe par la connaissance. Nous communiquons sur les sujets de la transition sociale et environnementale et la manière dont le secteur financier doit se positionner pour la servir au mieux. Accompagner, parce que devant les mutations complexes auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien, pour la mise en œuvre de cette finance responsable, il est important de s'entourer, d'échanger et de lever ensemble les points de blocage opérationnels. Et enfin, former, parce que l'éducation est un outil puissant de transformation. Nous voulons ainsi partager nos expériences et nos connaissances pour cette finance responsable, pour la développer auprès du plus grand nombre. Notre ambition, être toujours plus nombreux pour devenir une voix qui compte dans les débats publics, afin de défendre les intérêts de cette finance responsable. Nous ne pèserons pas par le poids d'une somme d'argent sur un compte en banque, mais par celui d'une somme d'individus que nous représenterons. Alors aujourd'hui, présents avec nous, 5 de nos membres ambassadeurs qui sont justement venus vous transmettre une petite partie de leurs connaissances. Alors je dis bien petite parce que justement, ça aurait pu, je pense, durer le double de temps ce webinaire. On a déjà essayé de faire en sorte de tenir un timing raisonnable. Alors, je vais commencer par Camille Pringent. Je ne sais pas si Camille, tu as réussi à te connecter. Tu peux nous faire un petit coucou, qui va justement co-hoster un petit peu avec moi ce webinaire aujourd'hui. Et donc, Camille est une membre fondatrice qui a également fondé ambassadrice, pardon, qui a également fondé Investir Éthique, un média de vulgarisation dédié à l'investissement responsable. Ensuite, nous avons l'honneur. Tu es là. Salut Camille. Stéphane Is, notre ingénieur spécialisé depuis plus de 20 ans dans les alternatives aux énergies fossiles, en passant notamment par l'Institut français du pétrole, Technip et la division climat de l'AFD. Éric Bingel, l'homme des bois, avec plus de 25 ans de journalisme financier et depuis 2020, directeur associé chez France Vallée, une société de gestion spécialisée sur les actifs fonciers, responsable de la communication de Horizon 2050 également. C'est une association qui vise à contribuer à la neutralité carbone par le biais de plantation d'arbres. Pierre Redarès, plus de 15 ans de conseil auprès des acteurs des services financiers, banques, assurances, services de paiement, et qui a récemment créé le mouvement et la newsletter Banking for Good, qui traite de l'innovation et de la transformation des services financiers qui prennent en compte les enjeux socio-environnementaux. Et enfin, Thomas Parucci, conseiller en communication depuis 25 ans, qui pour longtemps a pris part à la digitalisation des marques et a créé l'agence Mieux, qui accompagne depuis 12 ans les marques et les entreprises dans leur communication RSE. Voilà, mes petits montres. Je suis désolée, j'aurais dû vous mettre la photo en même temps que je les décrivais. Je n'ai pas pensé à tourner le slide. L'agenda. Alors, vous voyez un petit peu, donc nous avons divisé ce webinaire en 2 parties. En commençant une première partie par vous définir le net zéro, de quoi parle-t-on et comment cela s'applique au secteur financier. Ensuite, quel est le rôle pour la banque de détail? Nous ouvrons ici ensuite un espace de 10 minutes avec des questions-réponses que vous pouvez poser dans le chat, etc. à tout moment. Et nous prenons ces 10 minutes justement pour déjà commencer à y répondre. Et ensuite, nous reprendrons à 13h10 avec la communication carbone, les règles à respecter, mythes et réalités des rôles de la forêt par Eric. Ensuite, à 13h30, nous ouvrons une session de 30 minutes ouverte à tout le monde où nous pourrons débattre de ce sujet et de toute la richesse que vous aurez pu avoir aujourd'hui ou entendre. Alors, le net zéro émission, Stéphane, de quoi parlons-nous? Alors, merci Olivia de me donner la parole. Donc, pour resituer d'abord le contexte, il me semble intéressant de revenir un peu sur le cycle des conférences des parties, donc le cycle de négociation climat qui commence il y a quelques années avec en fait la COP numéro 1 en 95 et puis Kyoto, le protocole de Kyoto en 97. Mais dans tous ces débats au début de la COP, la finance est en général très absente. Alors, dès
Là, les choses commencent un peu à changer avec un premier rapport en 2006 qui a été rédigé par Nicolas Stern. Nicolas Stern était à l'époque un économiste de la Banque mondiale. Et il a rédigé un rapport qui mesurait l'impact potentiel du changement climatique sur l'économie mondiale et il a démontré que ça pouvait avoir un impact considérable, de mémoire, de l'ordre de 20% du PIB, et qu'à l'inverse, le plus tôt on commencerait à agir et le moins ça nous coûterait. Il a estimé quelque chose comme moins de 1% du PIB mondial en dépenses pourrait permettre de régler le problème. Et donc, à partir de ce moment-là, les économistes ont vraiment commencé à s'intéresser au sujet. Petit à petit, donc, le sujet de la finance s'est introduit à travers différents items dans les discussions. Un des items fort a été en particulier à la conférence de Durban les échanges entre les pays et le fait que les pays du Sud devaient intégrer l'accord de Paris et donc en contrepartie que les pays du Nord devaient aider. Et donc c'est un accord qui a été signé sur l'idée que les pays du Nord devaient financer jusqu'à 100 milliards par an les pays du Sud. Et puis est arrivé donc l'année 2015 avec l'accord de Paris et un tout petit peu avant l'accord de Paris, les acteurs financiers ont commencé à se mobiliser et en particulier un acteur qui a été assez important qui s'appelle Mark Carney. Mark Carney, c'était à l'époque le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a fait un discours assez fameux à la Lloyds, la banque d'assurance Lloyd, qui s'appelle La tragédie de l'horizon et qui avait pour sujet principal le risque systémique du climat sur l'économie globale. À partir de là, donc la COP 21, il y a la création de la TCFD, la task force sur la disclosure, excusez-moi, du franglais climat, carbone. Et donc une entrée en vigueur de la finance dans les discussions climatiques avec un article qui est dédié dans l'accord de Paris dans lequel on pousse à avoir un alignement entre les flux financiers et les objectifs de l'accord de Paris qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et faire face à l'adaptation au changement climatique. Alors vous verrez un peu plus tard que j'assimile l'alignement au net zéro. Les puristes pourront éventuellement me le reprocher puisque ce n'est pas tout à fait en fait la même chose. L'alignement, c'est un concept un peu plus global qui était d'ailleurs à l'époque de l'accord de Paris assez mal défini et on y reviendra un peu après. Et puis petit à petit, ces derniers temps, on a senti une accélération vers le net zéro qui est en fait une cible un peu plus tangible et avec un peu plus de matière. Comme je suis ingénieur, moi j'aime bien un peu les chiffres et donc c'est un univers dans lequel je me sens un peu plus à l'aise. S'il te plaît, Olivia. Et donc, en fait, le net zéro, donc c'était un concept qui était dans l'accord de Paris, dans l'idée que, effectivement, dans la deuxième partie du siècle, c'est-à-dire entre 2050 et 2100, si on devait on devait limiter la hausse de la température à la fin du siècle à plus de 2 degrés. Il devait y avoir quelque part un endroit où les émissions de CO2 devaient être nulles. Et puis, il y a eu un rapport en 2018, un rapport du GIEC, le rapport 1.5, qui a fait le point sur justement ce que ça voulait dire de rester sur ce que ça voulait dire de limiter la température à la fin du siècle, la hausse de la température à la fin du siècle, uniquement à 1,5 degré. Et ce que ça veut dire, c'est des émissions d'abord de CO2 qui sont à zéro en net. Ça veut dire donc que physiquement, on abaisse le plus bas possible le CO2 et éventuellement, pour ramener à zéro, on utilise des mesures de compensation, en particulier donc des solutions dites basées sur la nature, en anglais nature-based solutions, qui peuvent être donc la forêt, qui peuvent être ce qu'on appelle des unités de capture et stockage de CO2 sur des unités de biomasse, qui peuvent être des projets un peu plus farfelus. Et puis, ne pas oublier aussi que d'un côté, donc, il y a le CO2 et de l'autre, il y a les autres gaz à effet de serre qui sont donc parmi les principaux, donc le méthane, le noir de carbone qui est en fait la suie et le protoxyde d'azote. Donc, le méthane, pour mémoire, hein, c'est issu les émissions de méthane, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est l'élevage, le rot des vaches, mais c'est aussi les rizicultures. Et puis, de l'autre côté, ça peut être aussi issu de traitement des déchets quand vous avez de la méthanisation. Ou alors, ça peut être aussi issu des fuites sur les sites fossiles, voire même issu des anciennes mines de charbon laissées à l'abandon. Le noir de charbon, vous savez ce que c'est. Et le protoxyde d'azote, donc c'est le gaz hilarant, pour le rendre tout à fait concret.
concret. Et c'est un gaz qui est souvent émis au moment de, qui est émis au moment où on utilise des engrais azotés. Donc typiquement, c'est de l'engrais classique, et dont une partie va se convertir en protoxyde d'azote. Et on voit donc que sur ces trois gaz, ou sur ces trois, voilà, on a une baisse qui est forte, qui peut être entre 30 et 50%, mais qui n'est pas nulle. Hein. Et donc, on reviendra sur cette chose-là après. Donc, l'idée vraiment du net zéro, c'est CO2 à zéro en net en utilisant des mesures de compensation, et autres gaz à effet de serre, on réduit fortement. Et donc, il ne faut pas oublier ces deux composés. S'il te plaît, Olivia. Et donc, sur cette base-là, il y a de plus en plus de pays qui se sont engagés dans le net zéro au fil du temps. Et ça s'est accéléré très fortement ces dernières années, avec aujourd'hui plus de l'ordre de 50% des pays qui sont sur ces engagements. Et si jamais les États-Unis repassent du côté clair de la force, probablement un engagement qui va dépasser les 2/3 des émissions globales de la planète. Alors, tous ces engagements ne sont pas à 2050. Il y en a certains qui sont un peu au-delà. Si on prend par exemple la Chine, c'est neutralité à partir de 2060, mais c'est quand même assez encourageant. En parallèle donc, de ces engagements des pays, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs, donc des pays, des régions, des villes, des entreprises qui ont pris de plus en plus d'engagements. Et donc, cet objectif de net zéro est donc aujourd'hui un objectif qui est largement partagé un peu partout dans le monde. S'il te plaît, Olivia. Alors, une fois qu'on a pris ces engagements, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser un peu à, finalement, à quoi on s'est engagé et qu'est-ce qu'on veut réduire à net zéro in fine. Alors, le premier exemple, c'est si on prend le cas de la France ou plus globalement le cas d'un pays. J'ai mis ici, donc à droite et à gauche, deux mesures, entre guillemets, de l'impact CO2 ou de l'impact climat quelque part de la France. Vous voyez à droite l'inventaire national. Et donc, dans le cadre de la COP 21 et des mécanismes de COP, la France, elle, ce qu'elle s'est engagée, c'est à réduire son inventaire, donc ce qui est en vert à droite. Et on voit que c'est de l'ordre de 400 et quelques millions de tonnes par an, et donc 6 tonnes de CO2 par habitant. Et puis derrière, à gauche, on voit que c'est la mesure de l'empreinte carbone qui est évidemment très différente. Et l'empreinte carbone, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mesure l'inventaire national plus les effets d'import liés à la consommation de la France. Et on voit bien, du coup, cette fois, qu'on est à presque 700 millions de tonnes et à 11 millions de tonnes de CO2 équivalent par habitant. Et donc, on voit bien qu'entre les deux, il y a un grand écart. Alors, et si on s'amuse à pousser la même réflexion sur d'autres pays, par exemple des pays exportateurs de pétrole, ça voudrait dire qu'on pourrait, dans une certaine mesure, les amener à réfléchir sur les conséquences des produits qu'ils vendent. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est fait, mais donc ayez bien en tête cette différence entre l'inventaire, qui reflète donc les émissions et qui en général ce qui relève de ce que les pays se sont engagés à réduire et à amener aussi bas que possible, et l'empreinte qui, elle, aujourd'hui n'est pas une contrainte réglementaire, on ne représente pas une contrainte réglementaire, mais évidemment qui amène à un certain nombre de réflexions, en particulier sur le modèle de développement et sur les effets d'import ou d'export suivant la catégorie des pays dans lesquels vous êtes. Next slide, please. Donc, pour une entreprise, on a un peu le même type de réflexion. Et donc, dans le jargon des bilans carbone, on parle de scope. Donc, vous avez le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Le scope 1, ça représente donc les émissions qui sont émises directement par l'activité de la société. Les scopes 2, ça représente les émissions liées à la consommation d'électricité. Et le scope 3, c'est tout ce qui est en amont ou en aval de l'entreprise. Donc, si vous regardez sur la colonne de droite, j'aurais pu mettre un titre de type 50 nuances de scope 3. Donc, en ajoutant peut-être même un cran en plus, si vous prenez une compagnie de production d'électricité, en général, les sociétés de production d'électricité, elles ont un scope 3, un scope 1 qui est très très élevé, scope 2 beaucoup moins élevé, et scope 3 en général qui est assez faible. Donc disons le scope 1 représente de l'ordre de les 2/3, les 3/4 de ces émissions de gaz à effet de serre. Vous prenez une société comme Danone, son scope 3, ça représente les 2/3
des émissions de la société. Donc, ça veut dire 40% scope 1 et 2. Prenez une société comme Total, sur laquelle je vais revenir un peu après. Total, son scope 3, c'est 80% des émissions de la société. Donc, on voit. Et enfin, les banques, Barclays ici, une banque, le scope 3, c'est plus de 90% des émissions de la banque. Donc, on voit qu'en fait, si on part de la production d'électricité jusqu'à Barclays, on peut aller de quasiment 80% en scope 1 et 2 jusqu'à 90% en scope 3. Et la majorité des sociétés sont plutôt dans le cas de Danone, Total, on va dire ça comme ça, avec les banques, donc de façon très particulière. Et alors, au niveau donc, des sociétés, se pose évidemment la même question que pour les pays, c'est-à-dire quelle est la frontière que je vais retenir. Donc, est-ce que je me concentre sur scope 1, scope 2 et scope 3. Donc, plus ça va, plus il y a une pression de l'environnement général pour inclure le plus possible de scope 3. Deuxième petite question, et je vais revenir après un peu plus en détail sur les différents objectifs. Deuxième question, est-ce que je raisonne en CO2 brut ou en CO2 équivalent? Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai montré les différentes courbes sur le CO2 et sur les différentes gaz à effet de serre, que ce que dit le GIEC, c'est qu'il faut réduire à zéro le CO2 et réduire fortement les autres gaz à effet de serre. Ce que dit ici, ce que vous voyez, ce que font souvent les entreprises, c'est qu'elles convertissent toutes leurs émissions de gaz à effet de serre en ce qu'on appelle le CO2 équivalent en utilisant des coefficients de conversion qui s'appellent les PRG. Et donc, le méthane. Et donc, si on fait ça, on amène à zéro. Alors, on voit bien qu'il y a quand même déjà une petite différence. Et un des sujets clés sur lequel je pourrais revenir si jamais ça intéresse des gens, c'est par exemple le méthane qui a un coefficient de conversion varié. Attendez, il y a... Voilà, merci. Merci de couper les micros. Merci de couper les micros, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, on voit donc, sur les différents exemples que vous avez sur la colonne de droite, entre Danone, Total et Barclays, que en fait, ces sociétés qui sont engagées sur des scopes 1, 2, 3 net zéro, avec des objectifs en général 2030 qui peuvent varier. D'abord, elles ont souvent des objectifs qui sont différenciés en le scope 1 et 2, 3 et le scope 1 et 2. Donc, souvent, on va un peu plus vite sur ce qu'on maîtrise, le scope 1 et 2, et sur le scope 1, 2, 3, en général, c'est un peu plus lointain. Ensuite, on a des raisonnements, comme vous le voyez sur Total et Danone, dans une certaine mesure Barclays, en intensité. C'est-à-dire que l'idéal voudrait qu'on réduise les émissions à zéro physiquement le plus loin possible. Mais en fait, les sociétés, ce qu'elles font, c'est qu'elles divisent ces émissions par une représentation physique de leur activité. Pour Danone, c'est les tonnes. Pour une société comme Total, ça va être la quantité d'énergie. Et c'est cet indicateur-là qu'elles vont chercher à résoudre, à réduire le plus possible. Alors, on voit bien qu'il y a un petit biais, c'est-à-dire que si vous réduisez votre indice grammes de CO2 par mégajoule, si je prends Total, ou tonnes de CO2 par tonne de produits vendus si je prends Danone, mais que dans le même temps, j'accrois ma quantité de produits vendus, on voit bien qu'il peut y avoir une compensation. Or, ce que voit la planète, c'est bien les émissions et ce n'est pas l'indice. Ensuite, donc, ce qui est important, ce sont les mesures, ce sont les marchés de compensation. Donc, pour atteindre ce zéro, vous avez compris qu'on va utiliser des mesures de compensation et il existe en fait différents types de crédits carbone. Vous pouvez réduire vos émissions de CO2 équivalent, entre guillemets, à travers 3 grands types de mesures: les émissions évitées, les émissions réduites et les émissions stockées. Les émissions évitées, ça représente en fait un calcul d'émissions par rapport à un scénario prospectif, donc typiquement les énergies renouvelables. Quand vous mettez en place un projet d'énergie renouvelable, quoi qu'il arrive, vous allez émettre des émissions de CO2, mais vous allez moins en émettre que si vous mettiez en place la même capacité de production, mais à partir d'énergie fossile. Vous avez ensuite les émissions réduites, qui représentent donc une diminution des émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec une situation du passé. C'est typiquement le cas des projets d'efficacité énergétique. Je pense que c'est assez clair. Et puis enfin, les émissions stockées. Et les émissions stockées, ça correspond donc à la diminution des émissions de gaz à effet de serre par la mise en place de projets qui physiquement vont enlever du CO2 de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, sur les marchés classiques, et ce qui est fait classiquement par les entreprises, c'est qu'elles utilisent surtout la première et la deuxième catégorie. Elles cherchent de plus en plus à aller vers la troisième catégorie, qui est celle qui a de la valeur et qui va vous permettre de réduire en net. Et vous voyez donc sur le tableau, vous avez environ la moitié
des projets aujourd'hui en compensation qui sont des projets forêts, et la tendance ne fait que se renforcer, en particulier sous la pression du secteur de l'aviation qui parie beaucoup sur cette technologie-là, ou en tout cas sur ces crédits carbone-là pour réduire son empreinte carbone. Ouais, on peut y aller. Deuxième. Peut y aller. Donc, en fait, sur l'alignement avec l'accord de Paris, donc je reviens au tout début, je vous souvenez dans le contexte, hein, l'accord de Paris a spécifié, il y a un article spécifique qui parle de l'alignement des liens financiers. Et donc, les premiers organismes financiers qui se sont sentis très concernés par cette question-là sont les banques de développement. Les banques de développement, c'est quoi? C'est la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, etc., etc. Et ces banques, elles ont défini un cadre basé sur ces 6 blocs. Et vous voyez, donc c'est des blocs qui sont très soft power. Il n'y a pas de métrique en tant que telle, avec donc des alignements soit sur les aspects de réduction de gaz à effet de serre, soit sur l'adaptation, soit sur le développement de la finance climat, etc., etc. Donc sur cette base-là, on pourrait s'attendre à ce qu'elles obtiennent un alignement effectif. Et en fait, il y a une ONG qui s'est attachée à voir dans quelle mesure ces banques de développement a été si exemplaires que ça. Et malheureusement, elle a trouvé que ce n'était pas tout à fait le cas. Elles sont, comme souvent d'ailleurs dans les banques, très vertueuses sur les actions qui visent à financer des nouveaux projets d'énergie renouvelable. En revanche, il y avait quelques points critiques. Par exemple, le désinvestissement des énergies fossiles, par exemple le reporting, par exemple tout ce qui est comptabilité carbone. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à visiter le site de l'ONG en question qui s'appelle E3G. Olivia, next slide. Pour le secteur privé, donc en fait, il y a 3 grandes approches qui sont en cours de développement. Tout d'abord, les taxonomies. Donc, il y en a beaucoup qui sont en cours de développement. Donc, il y a celle dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la taxonomie européenne, mais vous avez beaucoup d'équivalents en Chine et ailleurs. Il y en a une bonne, je crois, au moins une dizaine qui sont en cours de développement. En Europe, aujourd'hui, vous avez des gros débats autour de la position du nucléaire, du gaz naturel et de la biomasse énergie. L'autre façon qui est, que les secteurs privés et donc les banques ont de mesurer leur alignement, c'est via des scores dits ESG. Il existe beaucoup de méthodologies, c'est beaucoup décrié parce que les méthodologies ne sont pas forcément alignées et surtout pas toujours très, très transparentes. Et enfin, la TCFD qui a décrit un certain nombre de principes et l'utilisation de métriques en projection. S'il te plaît, Olivia. Et donc, en fait, elle a décrit 4 grands blocs, donc la gouvernance, la stratégie, le management, la gestion du risque et les métriques et les targets, avec une colonne vertébrale qui est le risque. En fait, ce que dit vraiment la TCFD, c'est qu'elle demande aux acteurs financiers de mesurer leur exposition au risque. Et il y a 2 grands types de risques qui ont été évalués, c'est le risque de transition et le risque physique. Le risque de transition, c'est quoi? C'est si jamais vous avez, disons, une unité de production d'énergie fossile, une centrale électrique au gaz ou au charbon, via la mise en place de réglementation et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, votre centrale charbon peut être amenée à ne plus pouvoir fonctionner ou tout du moins pas aussi longtemps que ce que vous escomptiez. Et donc, du coup, vous avez ce qu'on appelle un actif échoué et qui perd de sa valeur. Le risque physique, c'est quoi? C'est, imaginons que vous avez une centrale qui est à côté de la mer où il y a la montée des eaux, votre usine, elle est inondée, elle ne peut plus fonctionner. De la même manière, vous avez un actif échoué, donc vous perdez physiquement de l'argent. Et donc, en fait, elle a demandé, donc la TCFD, à ce que toutes les grandes organisations financières mesurent leurs risques, entre guillemets, climat en termes de mesures d'alignement. S'il te plaît, juste reviens un coup. Merci. Et donc, elle a utilisé, je vais aller vite, Olivia. Donc, elle a mesuré, elle demande d'utiliser pour ces métriques, donc elle a mis en place donc, un certain nombre de méthodologies, PACTA, Science-Based Target, etc., qui mesurent en fait l'écart à un scénario via des indices qu'on appelle ITR, et on reviendra sur ce sujet si jamais c'est d'intérêt. Des indices donc de mesure de température, d'alignement avec des scénarios de température. Là, tu peux passer, s'il te plaît, Olivia. Et donc, il y a eu un certain nombre d'initiatives très importantes qui ont été lancées par le secteur privé. Donc, il y a par exemple l'initiative Climate Action 100+ par les investisseurs, la Net Zero Asset Manager Initiative et une des plus connues qui est probablement la Net Zero Asset Owner Alliance qui regroupe donc un grand nombre d'acteurs avec beaucoup
il y a beaucoup de milliards sous gestion, qui a récemment publié ce que vous voyez là, des objectifs à atteindre à relativement court terme. Encore une fois, donc, on peut évidemment ne que saluer ces engagements, mais on peut aussi rester vigilant et avoir un regard critique. C'est ce que s'est attaché à faire une association qui s'appelle Reclaim Finance avec quelques autres entités, et elles ont mesuré ou elles ont examiné à la loupe les politiques charbon de des organisations qui avaient signé des engagements et des engagements à la Net Zero Honor Alliance. Et elle s'est aperçue que qu'il y a un grand nombre des acteurs qui sont impliqués dans ces alliances n'ont même pas parfois de politique de sortie du charbon. Et quand je dis un grand nombre, c'est parfois plus de la moitié, ce qui évidemment met un peu en doute leur crédibilité, au moins à court terme. Et donc, il y a un côté, je m'engage à long terme sur des engagements, mais à court terme, je ne fais pas vraiment ce qu'il faut. Et donc, à la fin du fin, quel effort devons-nous faire? Et donc, au global, ce dont on s'aperçoit, c'est que aujourd'hui, on estime que de l'ordre de 500 à 600 milliards de dollars sont globalement investis et alignés avec les objectifs de l'accord de Paris, mais qu'en fait, pour atteindre les objectifs de 1,5 degré, il faudrait se situer entre 1,5 et 3,8, ce qui est quand même considérable, un facteur 3. Alors, au global, si par exemple, on regarde dans le secteur de l'énergie, vous avez à peu près 1,5 trilliard donc, qui est investi chaque année. Et donc, on voit que en fait, ce n'est pas tant un effet de volume, mais c'est surtout un effet de redirection. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 1,5 trilliard qui est déjà encore en partie investi en faveur du fossile, il faut surtout arriver à rediriger tout cet argent vers les investissements nécessaires pour atteindre le 1,5. Suis-je dans les temps? Bravo. Et alors, pour passer le relais à mon collègue Pierre, je tiendrai juste à vous dire que la banque de détail représente à peu près 30% de l'activité des banques. Et donc, c'est pourquoi on a pensé que c'était intéressant d'avoir un regard sur ce secteur clé. Donc, Pierre, je te passe la parole. Merci. Merci Stéphane pour cette transition. Effectivement, on va voir comment la banque de détail peut jouer un rôle pour contribuer à une neutralité carbone globale, à diminuer finalement notre empreinte carbone à tous. Juste une petite précision, définition, pour qu'on soit bien d'accord un peu sur le périmètre de la banque de détail. Moi, j'ai l'habitude de le définir par finalement ce qu'elle propose, c'est-à-dire ce sont des services financiers, donc des services par opposition aux produits financiers qui font référence plutôt à des produits d'investissement. Les services financiers, c'est finalement ce qui nous permet de gérer notre mode de vie au quotidien au travers de notre vie financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire conserver notre argent et payer voilà, donc c'est la banque au quotidien. C'est financer les dépenses un peu plus importantes, donc crédit immobilier, crédit à la consommation, etc. C'est mettre de l'argent de côté, donc la partie épargne, et c'est enfin prévoir, se prémunir des aléas, donc c'est l'assurance. Voilà, donc ça c'est ce que je mets derrière la banque de détail. Donc ça regroupe évidemment les banques de réseau, mais ça regroupe aussi des fintechs, ça regroupe aussi des acteurs du paiement, ça peut regrouper des acteurs des services financiers spécialisés type crédit conso, ça regroupe des assureurs aussi. Je mets les assureurs dans la banque de détail, bon, c'est une frontière un peu poreuse. Maintenant, quand on parle d'empreinte carbone de la banque de détail, déjà, c'est quoi les périmètres, on va dire, de la banque auxquels on peut s'attaquer pour traiter de l'empreinte carbone? Historiquement, les banques se sont, comme on va dire tout le monde, se sont focalisées sur leur périmètre opérationnel pour estimer leur empreinte carbone et essayer de la réduire. Donc, c'est l'impact environnemental de leurs bâtiments, l'impact des déplacements des collaborateurs, l'impact des systèmes d'information, etc. Donc, c'est un peu le périmètre de base de la RSE, on va dire. Donc, c'est un peu
le premier étage de la fusée. Un autre périmètre qui commence à être de mieux en mieux traité, on va dire, c'est la partie investissement et financement de grands projets, puisqu'aujourd'hui, toutes les banques vont avoir essayer de travailler sur leurs critères ESG. Il y a des labels avec Greenfin, il y a des fonds thématiques spécifiques au carbone. Donc là encore, c'est un périmètre qui est assez… ou en tout cas, on voit bien ce qu'il y a à faire. Je ne juge pas si ce qui est fait est pertinent ou pas, mais en tout cas, on voit bien le cadre dans lequel il faut agir. En ce qui concerne la banque de détail, finalement, qui sont des services qui pourraient accompagner les clients dans la base de leur empreinte carbone, on a finalement encore assez peu d'offres qui sont définies, qui sont conçues avec au cœur de la réflexion l'impact qu'elles vont avoir, que ce soit un impact social ou environnemental et carbone en particulier, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a assez peu de choses qui sont… le cadre est encore flou, on va dire. Et donc, voilà. Donc, la prochaine étape, finalement, c'est comment on fait pour intégrer tous ces enjeux à la conception des offres de services financiers. Si, Olivia, tu peux passer à la slide suivante. Donc, le levier principal d'impact en termes de carbone et plus largement d'impact environnemental des services financiers, c'est finalement ses clients, puisque en fait, un service financier à impact carbone positif, c'est avant tout un service grâce auquel une banque, un assureur accompagne ses clients dans la réduction de son empreinte carbone. Donc, la réduction de son empreinte carbone pour un client, un consommateur, une petite entreprise, un professionnel, c'est assez classiquement mesurer, éviter, réduire, compenser. Et puis, j'ai ajouté un I ici qui est investir parce que forcément, on parle aussi d'épargne dans la banque. Ce n'était pas pour piquer le merci de mon camarade Thomas hein, qui avait abordé ce sujet en premier quand on en a parlé, mais enfin, en tout cas, cet acronyme. Voilà, donc mesurer, ça commence pour comment j'accompagne mes clients pour qu'ils puissent prendre conscience finalement de l'empreinte carbone de leur consommation au quotidien. Leur consommation au quotidien, elle passe par les transactions et les achats, donc les paiements. Donc ça passe par mon compte bancaire. L'empreinte carbone également de mon épargne. Pour mémoire, 1 euro, 1 euro d'épargne, c'est environ 100 à 600 grammes de CO2 d'empreinte annuelle, selon les chiffres d'Oxfam, si je ne dis pas de bêtises. Une fois qu'on a mesuré comment on peut éviter, c'est notamment en passant à une économie d'usage, privilégier l'usage à l'achat, économie d'usage versus économie de la possession, comment en tant que service financier je peux faciliter les choses pour que mon client, par exemple, en termes de mobilité, il puisse se passer d'une voiture ou en tout cas en avoir une à la place de deux, par exemple, et privilégier l'usage d'autres formes de mobilité qui vont pouvoir être partagées, autopartage, covoiturage, etc., pour finalement réduire l'empreinte et optimiser les ressources et les produits et donc réduire l'empreinte de l'usage unitaire. C'est également réduire, donc trouver des alternatives moins consommatrices. C'est favoriser des modes de vie moins énergivores, c'est faire en sorte que son habitat, par exemple, soit moins énergivore. On sait que les dépenses des ménages pour la rénovation énergétique de l'habitat, en 2018, je crois, c'était de 5,4 milliards d'euros par an, alors que la stratégie nationale bas carbone et le plan pluriannuel de l'énergie, qui ont été définis à cette époque-là également, parlaient d'une nécessité plutôt de l'ordre de 20 milliards par an. Donc, on voit bien que en plus d'avoir un impact positif, de s'attaquer à ces sujets-là, c'est aussi des opportunités de business importantes parce que même si
si on arrive à ces 20 milliards par an d'investissement, une partie sera prise en charge par des subventions, il y a forcément un accroissement des besoins de financement. Pour mémoire, hein, en termes d'ordre de grandeur, 20 milliards par an, c'est à peu près la production de crédit auto pour les particuliers, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je continue avec compenser. Là, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, compenser de manière automatique ou compenser de manière volontaire. Il y a un certain nombre d'initiatives, d'exemples qu'on pourra voir juste après. Et puis, le I de investir, c'est investir dans ces futures économies d'énergie, on va dire, rénover son bâtiment, se déplacer différemment. Ça nécessite de l'investissement, mais c'est aussi investir dans des projets à impact positif et comment ma banque, mon prestataire de services financiers peut m'aider à flécher l'épargne de manière plus naturelle vers des projets à impact positif. Et l'enjeu, c'est ça dont il faut bien avoir conscience, c'est que finalement, là, on ne parle pas du scope, alors on n'est pas du tout dans le scope 1 ou scope 2 de la banque, mais donc on est dans un scope 3 relativement éloigné. Néanmoins, on est sur des enjeux qui concernent les 11,2 tonnes équivalent CO2 par Français dont parlait Stéphane tout à l'heure. Donc, c'est l'ensemble de la consommation et de la consommation de nos budgets carbone à tous. Voilà, pour finir, quelques exemples. Olivia, si tu veux. Ouais, super. Quelques exemples d'idées pour transformer les usages vers une consommation, on va dire, moins carbonée. Alors, là, je cite des exemples. Alors, je tiens à préciser, ils ne sont pas exhaustifs. Hein. C'est vraiment, l'idée, c'est d'essayer de trouver des idées d'inspiration. Par ailleurs, je les cite parce que leur proposition de valeur, leur promesse client, on va dire, me semble intéressante en termes de réflexion. Je ne porte pas de jugement de valeur, ni en bien, ni en mal, sur les exemples que je cite. Voilà, je tenais à préciser ça. Donc, pour identifier des pistes de transformation des offres, à la limite, si je suis un acteur des services financiers, déjà, je repars des besoins de mes clients pour gérer leur vie financière. Ça paraît un peu la base, mais c'est important de le repréciser. Donc, c'est dépenser, financer, épargner, prévoir, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je croise ça avec ce qu'on a vu juste avant, mesurer, éviter, réduire, compenser, investir. Donc, si on prend… Et puis, ça me donne une jolie matrice avec plein de cases. Et comme je suis consultant, j'aime bien les cases. Bon, là, ma matrice, elle est un peu éclatée, mais ça, c'est parce que c'est mon côté un peu rebelle. Bref, donc si je prends dépenser, la première chose pour mesurer… de la même manière qu'on a vu la plupart des banques mettre en place des outils de PFM, Personal Finance Management, vous savez, c'est les outils qui vous permettent de catégoriser automatiquement vos dépenses et puis de suivre l'évolution de votre budget, qui était proposé au départ en direct par des Linkso ou des Banking, des gens comme ça. Eh bien, vous avez des acteurs comme Greenly ou Carbo qui proposent ce type d'application, qui commence d'ailleurs aussi à être intégrés par les banques à réseau à leurs propres offres pour suivre votre budget carbone, finalement. De la même manière que vous suivez votre budget euro, vous pouvez suivre votre budget carbone. Et puis, pour éviter ou pour réduire, on peut penser à mettre en place des réseaux d'acceptation qui soient des réseaux d'enseignes durables, locales, pensées avec des productions pensées bas carbone. Vous avez, pour compenser, vous avez Almond qui, eux, proposent un programme de fidélité sur un réseau d'enseignes sélectionnées, mais ce n'est pas un programme de fidélité pour avoir des points, pour avoir je ne sais quel cadeau ou autre, mais c'est un programme de fidélité qui va financer de la compensation automatiquement sur vos transactions, et puis et qui vous incite en plus à faire de la compensation volontaire. Voilà. Vous avez aussi, pour éviter, ou réduire, vous avez Diem. Alors, c'est un acteur britannique, donc je n'ai pas pu forcément tester précisément comment ça fonctionne, mais l'idée, c'est d'alimenter son compte
avec ce qui traîne dans ces placards pour finalement optimiser des ressources qui sont inexploitées et faire en sorte qu'elles puissent être réutilisées plutôt que refabriquer des nouvelles. Très rapidement, vous prenez en photo, vous décrivez l'objet et assez rapidement, vous avez une estimation et votre compte est crédité. Et après, il y a la vente qui se fait. Voilà, donc, et puis, vous avez tout un tas de néobanques qui se lancent. La première d'entre elles, c'était Doconomy, qui avait une fonctionnalité où, quand vous atteigniez votre budget carbone, on coupait. Donc, ce n'était pas de découvert autorisé sur le carbone, un peu comme les comptes nickel qui expliquaient que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de découvert autorisé parce que c'était en temps réel. Et donc arrivé à zéro, vous ne pouvez plus aller… voilà. Et donc, vous avez aussi les acteurs français qui se lancent, que ce soit Green Got, Helios ou Only One. J'ai vu des gens d'ailleurs parmi les participants. Only One, par exemple, qui propose de donner accès à différents services au-delà de la banque au quotidien. Chacun a des approches un peu différentes, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements là-dessus. Je crois que j'ai dépassé largement mon temps. C'est beau, Pierre, t'inquiète pas. Tout le monde en a déjà un petit peu en retard. Mais effectivement… Non, mais du coup, voilà, rapidement, juste, tout ça pour expliquer qu'on peut faire cette démarche un peu dans les 3 autres pavés d'usage, financer, épargner, prévoir, avec à chaque fois se poser la question de l'économie de l'usage et par exemple et des alternatives. Donc, typiquement, les acteurs du leasing qui se lancent tous dans le financement de flottes de mobilité douce, donc de vélos à assistance électrique. Vous avez Command, c'est des choses intéressantes de se dire, plutôt que d'acheter un smartphone tous les 2 ans, finalement, je vais mettre en location des smartphones durables. Et donc, les clients vont le conserver plus longtemps et je vais mettre en place… donc, je vais utiliser moins de ressources parce que j'aurai moi intérêt en tant que loueur à faire en sorte que ce soit des produits que mes clients conservent plus longtemps. Vous avez sur l'épargne, là encore, pour mesurer, vous avez Rift, qui est le Yuka de la finance. Vous avez tous les acteurs spécifiquement positionnés sur du crowdlending, par exemple, pour des projets d'énergie bas carbone comme Lumo ou l'Endosphère en France. Voilà. Et puis sur la partie assurance, il y a un vrai enjeu autour du passage de l'économie de la possession à l'économie de l'usage. Quand on pense à l'automobile, par exemple, on voit bien qu'on est habitué à assurer un conducteur, la voiture d'un conducteur et non pas l'usage de tel ou tel type de mobilité pour une personne. Et ça, vous avez des gens comme Trov qui se sont lancés, qui sont spécialisés sur l'assurance de flotte de mobilité à la demande. Typiquement, Trov, ils sont assureurs de Free2Move, l'acteur de mobilité as a service de PSA, et ils mettent en avant des résultats assez performants justement sur ces modes d'assurance un peu différents. Merci voilà. Pierre pour tous ces exemples passionnants. Maintenant, il est temps de répondre quand même à quelques questions, notamment sur ces 2 premières parties qui étaient riches, denses. Et pour ça, je vais faire intervenir notre chère Camille qui a noté précieusement tout ce qui s'est dit durant le chat. Camille, je te laisse la parole pour la première question. Merci Olivia, bonjour, bonjour à tous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais condenser en fait quelques questions qui ont été posées dans le chat dans des questions un peu plus précises pour qu'on essaye de tenir les 10 minutes et pas prendre plus de retard. La première question, c'est sur la neutralité carbone des entreprises. Certains s'interrogent en fait sur est-ce qu'une entreprise peut vraiment atteindre la neutralité carbone. On a une question qui nous dit certains estiment qu'une entreprise ne peut pas être neutre en carbone, mais qu'elle peut seulement contribuer à un ensemble plus vaste. Pouvez-vous préciser votre point de vue ? Eh ben, en fait, moi, je dirais que… Pierre, tu peux bien sûr répondre. Hein. Je prends le… voilà. Je pense que tu es plus légitime que moi. Mais…
Donc, je pense d'abord, en fait, ça dépend de ce qu'on entend par neutre en carbone. Vous avez bien compris que ça a du sens d'un point de vue un peu scientifique. Si c'est sur le CO2, dès qu'on intègre les autres gaz à effet de serre, déjà, ça perd un peu de son sens. Ensuite, sur les crédits carbone que vous allez acheter pour, entre guillemets, compenser, ça va dépendre aussi de la nature c'est-à-dire que si vous faites des émissions réduites ou évitées, on peut se poser la question de vraiment est-ce que vous contribuez, parce qu'il n'y a pas de stockage en tant que tel, donc il n'y a pas vraiment de concept. Donc déjà, il y a un premier grille de lecture à travers ces différents concepts. Et puis enfin, il y a effectivement, donc en France, moi je trouve que c'est un débat qui est très, très français, donc avec l'ADEME, mais aussi le Shift Project qui a sorti une initiative de ce type-là, qui pousse à dire en fait que quelque part, en fait, la neutralité carbone, en fait, c'est pas tellement est-ce qu'une entreprise peut vraiment être net zéro ou pas, mais plutôt de dire que ce qu'ils disent plutôt, c'est la neutralité carbone, c'est plutôt un objectif collectif global, et éventuellement vous avez une route où tout le monde se met à zéro, et donc 0 plus 0 égale la tête à Toto, mais de l'autre côté, vous pouvez aussi vous dire qu'il y a peut-être un chemin différent où chacun se concentre surtout sur ses émissions et on cherche collectivement à promouvoir le plus loin possible les puits de carbone. Et c'est cette voie-là qui est, par exemple, alors j'ai vu là dans les questions à un moment que les gens parlaient de l'avis de l'ADEME qui a été récemment publié sur le sujet, et c'est vraiment ça qu'ils ont comme philosophie. Donc moi je suis assez, j'adhère assez à cette démarche, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention avec en particulier les projets de compensation, et donc tout à l'heure Eric va en parler, mais d'abord il y a un potentiel qui est limité en termes de surface, etc. Et puis ensuite tout le monde donc pourra pas en avoir, et voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre... Sur ce que je disais tout à l'heure sur la communication et comment on exprime cette idée de neutralité carbone. C'est clair qu'aujourd'hui, une entreprise ou un produit ne peut pas se dire neutre en carbone. On en parle après sur les aspects de com. Merci Thomas. Il y a une autre question, un groupement de questions sur l'idée de scope 3. Donc il y a 2 points. Premier point, en théorie, si toutes les sociétés couvraient le scope 1 et 2, il ne resterait plus de scope 3 à couvrir. Donc, quel est votre avis là-dessus? Et une autre question qui est que de nombreuses entreprises mettent en avant des objectifs de neutralité carbone dans leur publicité, comme par exemple Total ou Netflix, mais ça prend en général pas en compte le scope 3, avec une question complémentaire qui est: s'expose-t-elle à de possibles attaques en justice pour publicité mensongère? Alors, sur la première question, en théorie, oui, mais sauf que vous avez dans les agents économiques de l'économie globale, vous n'avez pas que des entreprises, vous avez aussi des citoyens qui ne sont pas quelque part des entreprises. Donc, par exemple, vous prenez votre voiture. Si Total ne fait que son scope 1 et 2, il y a le scope 3 de l'émission. Et d'ailleurs, c'est une partie de son argumentation, en tout cas, ça l'a été pendant très longtemps, de dire, attendez, ce n'est pas mes émissions, c'est ceux de mes clients. Et donc, chacun sait soi. Donc, en partie, oui, mais en fait, pas vraiment, puisqu'il y a forcément une partie qui vous échappe où il n'y a pas d'entreprises qui sont liées. L'autre, sur le fait qu'il y a des publicités mensongères ou des entreprises qui peuvent éventuellement se retrouver dans des situations de justice pas forcément très confortables, je dirais que alors, sur cette idée que le scope 3, moi je trouve que plus ça va, plus les entreprises, alors après elles prennent un peu des biais, elles n'y vont pas forcément de bon cœur, mais plus ça va, plus quand même les scope 3 des entreprises sont quand même pris en compte. Elles font, à mon sens, de plus en plus attention à ce qu'elles disent dans leur publicité parce qu'elles savent qu'elles peuvent être reprises. Et même au-delà des publicités dans les projets portés, je vous renvoie au débat actuel sur le bilan carbone de la raffinerie de la Med en cours de traitement qui a été retoqué sur les aspects de bilan carbone. Et donc, je pense que, et éventuellement Thomas pourra en reparler après, mais je pense que c'est un jeu aujourd'hui auquel les entreprises ne se risquent plus trop d'aller d'essayer de prétendre des choses qu'elles ne sont pas capables de confirmer ou d'affirmer de façon un peu solide, quoi. Alors justement, peut-être que comme il y a beaucoup de questions sur la communication, on peut peut-être, Thomas, on te laisse la parole, comme ça fait un petit peu le lien avec tout ça. De toute façon, il y a encore une autre série de questions et puis on avance dans la présentation. Thomas, je t'en prie, la communication carbone, les règles à respecter. Merci beaucoup, Olivia.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je travaille sur des sujets de communication RSE depuis une douzaine d'années et on accompagne pas mal d'entreprises sur les sujets de communication de leur stratégie climat et évidemment les sujets sur le carbone. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai nouvel argument. Aujourd'hui, les consommateurs ou les entreprises veulent connaître le niveau de carbone du produit qu'ils achètent. Il y a une exigence de transparence. Pierre parlait tout à l'heure de Rift sur la finance, qui est le Yuka ou le Clear Fashion de la finance. Il y a une attente de plus en plus forte pour bien comprendre tout ce qu'il y a dans un produit que je vais acheter, que ce soit un particulier ou une entreprise. Donc, une attente forte sur tous les labels, que ce soit des labels sectoriels comme agriculture biologique ou des labels plus type ISO 26000 comme ceux de la FNOR, Positive Workplace ou le fameux label B Corp qui plaît à beaucoup de monde. Voilà, donc ça devient un critère de choix aujourd'hui. Et c'est vrai sur beaucoup de secteurs. Moi, je rappelle que je ne suis pas donc un financier pur et dur et pas un spécialiste de la finance. J'ai la chance de travailler sur des secteurs très, très différents, mais on voit bien cette montée en puissance sur l'alimentation, le textile, l'habitat, la mobilité et de la finance de plus en plus. Et effectivement, les marques prennent la parole sur ces sujets-là. Je voyais dans le chat que Google se dit neutre en carbone depuis 2007. Vous avez sûrement vu une pub à la télé, Harris, sur un pain de mie 100% CO2 compensé. Donc, ça va très loin. Évidemment, il y a les produits aussi qui sont travaillés pour être décarbonés. Mais le sujet du carbone est un sujet qui monte en puissance un peu partout dans la communication et ça tombe bien dans les entreprises aussi. Vous connaissez certainement l'étude EcoAct qui sort en septembre chaque année qui rappelle que cette année, 22% des entreprises du CAC avaient une stratégie climat réelle et sérieuse, c'est-à-dire objectivée, datée, etc. Ils sont passés de 22 à 43% du CAC. Voilà, elles ne sont pas toutes un calendrier, mais on voit bien que le sujet du carbone est de plus en plus important dans les entreprises et parce que c'est une attente à la fois de l'actionnaire, du consommateur ou évidemment aussi des salariés qui s'intéressent de plus en plus à ce sujet-là. Donc du coup, tout le monde essaie d'inventer un peu son offre décarbonée. Il y a un peu trop de communication sur ces sujets-là, où on parle assez rapidement de neutre en carbone et de compensation. Et on va voir que c'est une erreur grave. Et pour revenir sur un point qui a été abordé dans le chat assez souvent, et notamment par rapport à ce qui a été dit par l'ADEME il y a quelques jours, les mots justes, d'après moi, c'est après évitement et réduction, l'entreprise compense ses émissions résiduelles pour contribuer à la neutralité carbone collective. C'est ce que disait aussi Stéphane, c'est qu'on n'est pas neutre en carbone tout seul, on participe à quelque chose de plus grand et à une neutralité carbone collective, c'est-à-dire planétaire, globalement. Slide d'après. Donc, Pierre, vous avez un peu teasé la méthode que moi j'utilise assez souvent pour être sûr de ne pas faire du carbon washing. Cette méthode, elle est très simple à mémoriser, c'est MERCI, MERCI, parce qu'il y a ces différentes étapes, les 4 premières que vous connaissez, mesurer, éviter, réduire, compenser, mais il y en a une 5e qui est d'impliquer toutes ces parties prenantes, que ce soit ses collaborateurs, ses consommateurs, ses actionnaires, etc. Donc, quand on rentre sur le mesurer, Olivia, la mesure permet de progresser. Évidemment, je vais comprendre, je vais faire un cycle de vie total de mon produit, je vais voir où je suis carboné, je vais voir, c'est effectivement, comme le disait Stéphane, souvent sur un scope 3, mais le fait de bien mesurer et d'expliquer cette mesure et de montrer que je peux progresser sur tel scope et tel scope est un attendu désormais des citoyens, des consommateurs. Carrefour a communiqué récemment sur son bilan carbone, a réévalué ses objectifs de réduction, mais son problème, c'est que 86% de son bilan carbone est quand même sur le scope 3, donc des choses assez difficiles à mesurer. La finance est hyper concernée par le sujet, et il y a le dernier rapport d'Oxfam qui a été sorti qui dit que l'empreinte carbone des 6 grands réseaux français représente près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière, et nous amène à une trajectoire à plus 4%, d'où la nécessité de mettre la pression comme le font Oxfam et un certain nombre d'autres associations. Et du coup, ça veut dire que les institutions financières doivent vite mesurer leur bilan carbone de leur activité
comme toutes les entreprises, et c'est ce qu'elles font déjà, mais aussi surtout de leurs produits, de leur portefeuille d'investissement, de l'activité de leurs clients. Et c'est ce qui vous a été présenté précédément. Ensuite, sur l'évitement, alors dans la finance, culturellement, c'est très difficile. Olivia, slide suivant. Voilà. Mais l'évitement, c'est l'attendu numéro 1 aujourd'hui des consommateurs et des ONG. C'est-à-dire que c'est la sobriété. C'est le grand mot qu'on entend de plus en plus souvent, que ce soit auprès des consommateurs ou des ONG. L'étude Greenflex, par exemple, dit que les consommateurs veulent pour 27% moins consommer. 65% prennent en compte le suremballage dans le choix de leurs produits. Et donc, du coup, on voit une croissance du vrac, on voit une croissance de certains produits en format solide ou les bouteilles d'eau qui se vendent de moins en moins. Et donc, du coup, on passe par SodaStream ou Gobi. Pareil, sur la mobilité douce en zone urbaine, on voit qu'il y a une croissance forte parce qu'il y a une attente de ne plus vouloir émettre de CO2, même si on peut parler de vélos électriques qui, par définition, ont eux aussi leur bilan carbone. Il y a cette publicité que tout le monde connaît de Patagonia qui a maintenant une dizaine d'années, qui incite à la sobriété et en l'occurrence qui incite à plutôt garder son jacket le plus longtemps possible, le faire réparer, le faire recoudre, etc. ou envisager la seconde main. Je voulais vous parler aussi d'une opération, enfin pas d'une opération, mais d'une prise de position qui a été faite par Biocop, qui a un jour dit « j'arrête de distribuer de l'eau dans mes magasins ». Du coup, on a regardé, alors que l'eau, la bouteille d'eau est quand même le produit de trafic numéro 1 dans la distribution. Ils ont perdu 3% de clients, ils ont gagné 15% de clients. Donc, ça prouve bien qu'on peut arrêter de vendre certains produits pour défendre des valeurs et avoir de la croissance, enfin gagner des parts de marché sur les concurrents, parce que aujourd'hui, les consommateurs achètent plus des valeurs que des produits. Dans les banques, je le disais, assez peu de cas d'évitement. Il y a évidemment les politiques d'exclusion dans l'ISR, mais qui sont aujourd'hui assez peu ambitieuses dans le sens où on parle un peu de charbon, mais pas tout le temps. On parle un peu de porno ou d'alcool, mais pas tout le temps quand même du tout. Voilà. Le troisième point, c'est le deuxième point le troisième, c'est la réduction. Et c'est pour ça que la méthode pourrait être merci avec 2 R, dans le sens où il y a évidemment le scope entreprise, qui est assez facile à mesurer et à réduire, mais il y a aussi tout le scope de l'offre. D'où la nécessité de faire plus d'économie circulaire. Alors on met 5, 3, 6 R comme on veut, mais globalement, il y a une réflexion de tous les acteurs économiques sur l'éco-conception, sur l'utilisation de ressources recyclées et recyclables dans les marques un peu fun de textile. Vous connaissez peut-être Opal qui fait des t-shirts avec des t-shirts recyclés. Bouygues fait des chantiers aujourd'hui où ils récupèrent par exemple les gravats de l'hippodrome de Longchamp pour reconstruire le nouvel hippodrome. L'importance de la durabilité, de la réparabilité qui va monter en puissance forcément, notamment sur les produits électroménagers, électroniques, etc. Il y a Boulanger qui prend la parole là-dessus. Il y a Decathlon qui met en ligne des vidéos pour apprendre à réparer un sac à dos, des chaussures, une tente, etc. Seb qui promet des pièces détachées pendant 10 ans sur certains de ces nouveaux produits. Il y a le réemploi, comment je fais pour réutiliser que ce soit une cartouche, un vêtement, et depuis quelques années, je dis que demain, tous les magasins de vêtements auront leur corner Vinted ou que la consigne commence à être un sujet de plus en plus brûlant avec des tribunes fréquentes. Et ce que disait aussi Pierre, avec l'usage plutôt que la propriété. Donc, il y a mes voisins de péniche qui s'appellent Click and Bot, qui louent des bateaux entre particuliers. Ou sinon, il y a Asphalt, qui avait déjà été cité par Pierre, qui est une offre de LLD vélo pour les entreprises. La finance commence à s'intéresser à cette réduction. Et donc, du coup, il y a l'asset management, par exemple, qui crée des fonds décarbonés, ou en tout cas qui respectent la trajectoire 1,5 ou 2 degrés. Et c'est notamment le cas chez Amundi, Mirova, on y reviendra un petit peu après. La compensation, évidemment, c'est le sujet qu'on voit un peu trop vite. Il y en a certains qui se sont un peu pris le mur en prenant la parole sur ce sujet-là. Air France, il y a un an et demi, a pris la parole là-dessus en disant on va compenser nos vols intérieurs, mais ils ont juste oublié les étapes d'avant, hein, le MER, alors que KLM a fait une très belle campagne qui s'appelle Fly Responsibly,
que je vous invite à aller regarder sur YouTube, où ils remettent en question l'utilisation de l'avion de façon systématique. Bon, il s'avère qu'avec la crise du Covid, on a bien compris qu'on pouvait faire des visios, qu'on n'était pas obligé de prendre un avion pour faire une réunion d'1 heure. Voilà, moi ce que je trouve intéressant dans la finance, c'est notamment une offre qui a été lancée il y a à peu près 1 an par le LCL, qui présente une gamme de produits avec des émissions réduites, et par-dessus ça, il compense. C'est-à-dire, par exemple, la construction bois, par définition, stocke du carbone, est moins énergivore, et va, en étant compensé, se rapprocher d'une neutralité carbone collective, pour reprendre le terme. Voilà. Dernier point de la méthode, juste avant, tu as sauté un slide, Olivia, s'il te plaît, sur le I de impliquer dans la méthode merci. On ne pourra pas réussir, enfin une entreprise ne pourra pas réussir seule. Évidemment qu'il faut que les collaborateurs s'investissent. Évidemment, moi je crois beaucoup au programme d'éducation auprès des citoyens, des clients, des consommateurs, de l'utilisation à mieux consommer, entre guillemets, parce que c'est une attente de leur part, parce que c'est un vrai rôle pour une marque de se positionner sur ce marché de « vous allez utiliser mon produit de façon responsable ». Et donc, du coup, il est ultra nécessaire d'impliquer les consommateurs dans ce scope 3 et ses collaborateurs dans la réflexion de la décarbonation de leur activité. Slide suivant. Le carbone est donc, du coup, un nouvel élément de prise de parole de la finance. Il y en a pas mal qui prennent de banques, notamment, par exemple, les banques privées qui commencent à communiquer là-dessus. On voit des programmes, enfin, un peu partout sur les réseaux sociaux. Des offres qui sont mises en place avec, pour l'instant, un niveau d'exigence qui, selon moi, n'est pas très élevé. C'est-à-dire, on parle d'ISR et effectivement, comme ça a été dit précédemment, de l'ISR, il y a un peu de tout dedans, alors que de l'impact, ça commence à devenir un peu plus intéressant et un peu plus sérieux. Donc, voilà, les Amundi, CPA, enfin, à la fois les asset managers conçoivent des produits qui deviennent de moins en moins carbonés, et les banques privées commencent petit à petit à les proposer à leurs clients. Il y a une accélération là aussi cette année entre 2020, enfin 2019-2020, on voit que les CGP proposent quasi systématiquement de l'investissement responsable. Dernier slide peut-être. Et non, je passe la parole à mon ami le forestier. Voilà, donc en conclusion, vous avez bien compris la méthode MERCI, il faut communiquer un peu partout. Si on communique trop vite sur la compensation, on se plante, on prend le mur. Et surtout, il ne faut pas parler de produits ou d'entreprises neutres en carbone. Et c'est vraiment un travail de fond à faire. Et la communication, comme d'habitude, peut jouer son rôle d'accélérateur pour participer à une accélération vers une transition écologique et solidaire. Merci beaucoup Thomas. Je vais donc enchaîner parce que je pense qu'on est déjà très en retard. Avant d'être forestier, on était avant tout des financiers, puisque France Vallée est une société de gestion de portefeuille, donc on gère des actifs notamment forestiers pour le compte de clients privés, de clients institutionnels. Et en fait, c'est à force d'être interrogé par des entreprises qui souhaitaient investir. La première bonne raison, c'était pour diversifier une partie de leurs actifs. La deuxième n'était moins, c'était pour venir compenser. Et ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, de fil en aiguille, ça nous a amené à nous interroger un petit peu sur la capacité de pouvoir proposer quelque chose d'assez différent, parce que là, on va se positionner, si vous en êtes d'accord, de l'autre côté de l'équation. On a vu tous les éléments qu'on pouvait mettre en place pour éviter, réduire et autres. Là, quand aujourd'hui, on envisage tous les moyens de séquestration, de compensation réelle, entre guillemets, et à défaut d'avoir des technologies suffisamment éprouvées aujourd'hui, on a tendance à se rabattre sur les plus naturels de carbone. Prairies, océans, forêts, on n'aura pas le temps naturellement de passer en revue les trois, donc je vous propose un focus aujourd'hui sur les forêts, parce que ça fait partie des plans qu'on voit les plus fréquemment. Je vous ai mis quelques illustrations sur un vieux projet des Nations Unies. Quand je dis vieux projet, ça date de 2007, qui a été depuis repris par un certain nombre d'universités. Je pense notamment à l'université de Zurich, qui met en place une carte avec des terrains disponibles sur lesquels il serait possible de reboiser. Et en fait, l'équation, telle qu'elle est vue de cette manière-là, était relativement simple. Certes, nous émettons sans doute beaucoup trop de gaz à effet de serre, mais il suffirait pour ça de planter 1000 milliards d'arbres pour réussir à arriver sur un bilan neutre. Ça ne fonctionne malheureusement pas aussi simplement que ça. Olivier, si tu veux bien, sur la slide suivante. Olivia. Voilà. Ça ne fonctionne pas aussi simplement que ça pour une raison très simple. Alors,
la démarche a été poussée très très loin, puisque aujourd'hui, on est plus sur 1200 milliards d'arbres qu'il faudrait replanter pour un coût relativement modique de 324 milliards de dollars. La grosse problématique, c'est que si on se lance sur des campagnes comme ça de reboisement, de replantation, ça va se faire au détriment d'autres types de terres. Et on le sait, pour que le bilan carbone d'une forêt soit relativement conséquent, il faut que les forêts puissent être replantées sur des zones qui n'étaient pas... Je pense que tu as sauté une slide. Sur des zones qui n'étaient pas auparavant dédiées à des facteurs agricoles, parce qu'on sait que ça va être relativement compliqué, et surtout à des prairies. D'autre part, quand on va parler de campagnes comme ça de reforestation assez globale, il y a des choses sur lesquelles il faut être relativement prudent, c'est notamment sur la diversité des essences. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de grandes campagnes comme ça qui ont été menées, que ce soit en Éthiopie, au Pakistan ou autre. En règle générale, il s'agit de grandes campagnes qui visent à ne planter qu'une essence d'arbre. C'est formidable sur le court terme. À long terme, ça pose énormément de problèmes et on le rappellera suffisamment. Quand on va être capable de pouvoir marier différentes essences, c'est une façon considérable de limiter tous les risques. On a un petit peu de recul par rapport à cela. Je vous ai juste mentionné les exemples de l'Espagne du Nord, Portugal, où il y a maintenant 30 ans, les Espagnols et les Portugais se sont lancés dans de vastes plantations d'eucalyptus. 30 ans après, le bilan est catastrophique, parce que déjà, ça représente un produit qui est considérable. D'autre part, c'est un appauvrissement de la biodiversité et de la richesse des sols. J'ai mentionné également le Morvan, parce que c'est proche de nous en France. Vous savez, ces campagnes-là avaient commencé dans les années 70-80 en Allemagne, remplacer toutes les essences naturelles type hêtre, pour les remplacer par des épicéas. Là aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. L'épicéa est très, très largement menacé. Et puis, il y a autre chose quand même pour ternir un petit peu le débat, c'est n'oublions jamais que les forêts affichent un albélo de l'ordre de 15%, c'est-à-dire qu'elles ont une faible capacité à renvoyer l'énergie solaire, donc elles ont tendance à contribuer à ce réchauffement climatique. Pour une prairie permanente, pas une prairie temporaire, pour une prairie, on parle du principe qu'elle est capable de rejeter entre 25 et 30% de l'énergie solaire. Et pour vous donner un ordre de comparaison, une surface enneigée, c'est entre 80 et 85%. Une route en bitume, c'est à peine 5% de l'énergie solaire qui est renvoyée. Donc, ça veut dire on stocke sur le terrain. Olivia, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand on parle des arbres, il ne faut pas non plus s'emballer. Je pense que le premier objectif, c'est avant tout savoir qu'on a ces actifs forestiers aujourd'hui qui existent, qui ne sont pas forcément très, très bien entretenus, malheureusement. Donc, la principale des priorités, ça va être de pouvoir conserver et entretenir ces massifs forestiers existants. Il y a des choses qui sont relativement claires dans les sujets qui sont évoqués aujourd'hui. C'est partir du principe qu'une forêt qui est entretenue, alors je vais éviter le cliché de la forêt de production, parce que tout de suite, ça fait peur, mais sur des forêts qui sont réellement travaillées, les études le prouvent aujourd'hui, on a une capacité beaucoup plus importante de séquestration de carbone dans ce type de forêt que dans les forêts qui ne sont pas travaillées. Deuxième chose, et Thomas a commencé à évoquer le sujet, l'arbre est un individu absolument fantastique. Non seulement il va absorber du CO2, mais il le séquestre. Ça veut dire que même une fois que l'arbre est coupé, en fonction des différents usages qui vont pouvoir en être faits, mais on sait qu'il conserve du CO2 stocké. Partez du principe que dans une boîte de charpente, le CO2 peut être stocké pendant plusieurs siècles. Et puis, autre élément, quand on va parler du rôle de la forêt dans cette équation un peu complexe pour viser à cette neutralité carbone, c'est de savoir si on plante simplement pour essayer de compenser ou de viser cette neutralité carbone ou si on a une approche multifonctionnelle. Le principe consisterait à dire qu'idéalement, l'arbre va remplir sa fonction dans ce jeu de captation de CO2, mais envisageons avant tout des plantations qui, en plus, demain, pourraient être pleinement utilisées. Ces créateurs d'emplois, je vais juste mentionner le marché français, mais la forêt en France, l'écoforesterie qu'on l'appelle, c'est à peu près 425 000 personnes. Ça veut dire que c'est le double du secteur de l'automobile en France. Donc, autant on entend parler très fréquemment de plans de soutien au secteur de l'automobile, il est beaucoup plus rare de voir des plans de soutien à la foresterie. Alors, il y en a un qui est sorti tout récemment, qui porte sur 150 millions d'euros. C'est bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Sur la slide suivante, Olivia, s'il te plaît. Voilà. Il faut aussi garder raison par rapport à tous les chiffres qui peuvent être évoqués. Pour rappel, je vous ai rappelé qu'un hectare, c'était 100 mètres sur 100 mètres. Pour avoir
Comparaison, un terrain de foot, c'est 0,7 hectares et un terrain de tennis, c'est 0,05. Là, ce que montrent les deux éléments, c'est là aussi quand on va se lancer dans des campagnes comme celle-ci de reforestation, est-ce qu'on va privilégier des essences qui poussent très très vite, même si au bout du compte, on sait qu'elles ont une capacité beaucoup plus faible de stockage en CO2. Je vous ai mis en bas juste sur un certain nombre d'essences, sans tenir compte naturellement de toute la biomasse qui va entourer l'arbre. Mais là, c'est vraiment la tige en tant que telle. Le tableau du haut, il est très clair. Il vous montre très clairement que quand on va baser un plan de reforestation sur de la sylviculture irrégulière, à savoir des essences mixtes, on a une capacité d'absorption qui est beaucoup plus conséquente que quand on va être sur des forêts monoessences. Sur la slide suivante, voilà. Quitte à le faire, c'est un petit peu le parti pris qu'on a retenu nous, de notre côté, quitte à le faire, autant le faire dans un cadre normé. Pour cela, on a commencé à l'évoquer déjà. Nous avons en France la possibilité d'utiliser le label bas carbone. Première chose, c'est que ça répond déjà sur des méthodes scientifiques qui sont éprouvées. Je vous ai mis les 3 types aujourd'hui dans la foresterie, les 3 types de méthodologies qui ont été retenues par le ministère de la Transition écologique, donc le balivage, le boisement et la reconstitution de forêts dégradées. Ce qu'on aime bien dans cette approche-là, c'est qu'on est sur des projets qui sont fléchés. Donc, on a une traçabilité absolue. C'est vraiment projet par projet. On a regardé très fréquemment ce qui pouvait être proposé par certaines entreprises qui affichaient, comme évoqué Thomas tout à l'heure, cette volonté de pouvoir compenser 100% des vols domestiques ou autres, etc. Très souvent, on en arrive sur du saupoudrage de projets. Je trouve qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes des acteurs de la finance responsable, où la transparence n'est pas un vain mot, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir le faire dans un cadre totalement normé, transparent. Globalement, le label bas carbone, c'est un dépôt de projet. Il faut qu'il soit validé. Il doit rentrer dans l'une de ces 3 catégories. C'est une période qui dure 5 ans parce qu'il ne suffit pas de planter pour être certain que les plants vont générer à terme des arbres. Et c'est surtout qu'à l'issue de ces 5 ans, l'entreprise ou le particulier qui aura financé ce reboisement se verra émettre un certificat carbone. Et surtout, ce certificat n'est non cessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre, donc on va le faire vraiment pour contribuer à cette neutralité carbone collective qu'évoquait auparavant Thomas. Slide suivant, voilà, je vous ai mis juste un petit exemple franco-français. Les arbres font partie du vivant naturellement et chaque essence d'arbre est susceptible d'avoir des maladies. C'est le cas actuellement sur une essence qui s'appelle l'épicéa, qui avait beaucoup de qualités. Ce sont des tiges qui poussent droit, qui poussent relativement vite, qui captent aussi beaucoup de CO2. Mais suite à une tempête qui a eu lieu en 2018 en Allemagne et en Autriche, plus vous rajoutez à cela déjà les conséquences du réchauffement climatique que nous on peut voir, donc des hivers très doux, des étés très secs, donc vous avez des arbres fragilisés. Tout ça favorise le pullulement de petits coléoptères qui s'appellent les scolites. Et là, ce que je vous ai mis juste sur la partie rouge en France, ce sont toutes les forêts françaises, notamment les forêts monoessences que j'évoquais, qui sont aujourd'hui totalement détruites. Petit chiffre, les 3/4 de la forêt française sont privées, elles appartiennent donc à des particuliers. On va demander à ces propriétaires forestiers soit de vendre leur bois à vil prix parce qu'il est complètement rongé, soit de faire des coupes précoces pour éviter que le naufrage soit encore plus conséquent. Problématique, c'est que vous avez tous les propriétaires forestiers qui possédaient des épicéas qui vont faire la même démarche au même moment. Donc, vous avez une offre d'épicéas qui est bien trop conséquente par rapport à la demande. Donc, les prix s'effondrent. Donc, ça va être, ils vont perdre une partie de leur richesse patrimoniale. Deuxièmement, on va leur demander de déblayer leur terrain. Et troisièmement, de replanter. Tout ça sur des parcelles relativement conséquentes, ça peut vite se chiffrer. Donc, le label bas carbone va permettre précisément de pouvoir aller capter des financements auprès d'entreprises ou de particuliers qui vont financer ces campagnes de reboisement. Et là aussi, il va falloir faire très, très attention. C'est comme je l'évoquais précédemment. Est-ce qu'on plante simplement pour replanter ou est-ce qu'on plante en tenant compte des facteurs de réchauffement climatique? On sait très bien qu'en 2050, si on continue sur les mêmes trajectoires, on pourra planter des oliviers dans les Hauts-de-France et en Belgique. Donc aujourd'hui, le but, l'expertise forestière, c'est aussi aller chercher des essences un petit peu plus résistantes pour les implanter un peu plus au nord.
Et puis oui, la fameuse méthode des 3S, donc le stockage du CO2, la séquestration durant l'usage du bois, et puis la substitution. Quand on a recours au bois, on n'a pas recours à des matériaux qui auront à nécessiter des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est très, très bien normé dans le cadre du label bas carbone. À l'heure où on parle de réindustrialiser le marché français, il nous a semblé assez judicieux de pouvoir mettre en place des solutions permettant de financer des besoins purement locaux, en sachant qu'en plus, en France, Stéphane évoquait tout à l'heure l'inventaire. Donc, si on passe là aussi de l'autre côté de l'équation, tout le carbone qui va être stocké par les forêts détenues par les investisseurs privés est comptabilisé d'un point de vue national. Donc, voilà, quelques initiatives qu'on peut mener en France avec une transparence totale, une traçabilité absolue, qui sont sur des niveaux de coûts, alors effectivement un peu plus élevés que ce qu'on pourrait trouver dans certains pays émergents. Mais là, pour le coup, quand on a une approche qui est véritablement multifonctionnelle, de se dire on plante effectivement pour séquestrer, mais on plante aussi parce que demain, on pourra trouver un usage pour ce bois, ça nous paraît particulièrement vertueux. Voilà pour les paroles de l'homme des bois. Merci beaucoup, Eric. Et enfin, on arrive à la conclusion. Désolée, on a un peu dépassé le timing, je vous ai dit, mais déjà, je pense qu'on aurait pu rester encore 2 heures de plus, beaucoup. On avait des choses à partager, à vous dire, et sont beaucoup limitées dans un premier temps. Donc, mais peut-être qu'il y aura une version 2 du webinaire, ou après, je pense qu'il reste disponible pour les questions. Donc, conclusion, alors mythe ou réalité, la position des AFR. Une réalité pour le secteur financier, effectivement, un engagement du secteur financier sur le long terme, de la réglementation, la volonté politique affichée, des outils de mesure et de suivi, l'émergence d'un intérêt des marchés financiers, un intérêt certain des consommateurs épargnants, mais qui doit aller plus loin pour ne pas se transformer en mythe, améliorer ses métriques de mesure et je pose ça. Et de suivi dans le temps de la réalisation de stratégies bas carbone, et notamment sur le scope 3, comme ça a beaucoup été évoqué, augmenter le nombre de stress tests qui prennent en compte un réchauffement climatique avéré, innover par la création de services financiers qui vont contribuer à la réduction des compensations des gaz émissions de serre de ses clients, accompagner la construction d'un monde durable et bas carbone par l'investissement dans le développement des nature-based solutions. Donc, ça a été évoqué plusieurs fois à l'objet de ce webinaire, les forêts, les océans et les sols. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le webinaire justement par rapport à ça. Le désinvestissement dans l'économie des énergies fossiles. Et enfin, évidemment, s'interdire d'utiliser des communications trompeuses sur ces sujets aux effets dévastateurs. Merci pour votre attention. Maintenant, nous allons effectivement ouvrir un peu encore aux questions et puis au débat. Il ne restera vraiment pas beaucoup de temps, mais après, on a encore un peu de temps de nous, en tout cas, à vous consacrer. Camille, je te laisse la parole, si tu veux bien, pour présenter peut-être un petit peu de questions et ensuite, nous pourrons ouvrir les micros. Avec plaisir, Olivia. Alors, il y a quelques questions qui concernent l'épargne et l'investissement. Notamment, comment expliquer que les fonds d'investissement proposent des entreprises comme Total, alors qu'ils se disent durables. Et du coup, en lien avec cette question, est-ce que investir dans des actifs bas carbone, ça implique nécessairement une baisse des profits et donc de la rémunération des épargnants? Je peux répondre à la première et puis je te laisse répondre à la deuxième, Pierre, peut-être ou... Bon, alors je vais vite sur la première. En fait, ouais. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que les investisseurs, ils utilisent des indices. Et donc, dans les indices, vous en avez de toutes sortes. Et donc, dans ces indices-là, en fait, ils prennent comme critères. Alors, évidemment, il y a des critères purs et durs, de tonnes de CO2, des choses comme ça. Mais il y a aussi un certain nombre de critères de gouvernance, de prix de carbone et tout ça. Et qui fait que, par exemple, un Total peut se retrouver dans, je sais pas, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de sa catégorie des grands groupes pétroliers. Et du coup, il sort dans le haut du chapeau. Et donc, les gens, ils disent, donc la note est bonne. Et donc, derrière, je mets... Et voilà. Une autre façon de vous répondre, c'est par exemple dans les Science-Based Targets. Les Science-Based Targets, c'est un mécanisme aussi de notation. Et dans ces mécanismes de notation, ils vont noter surtout votre intention de demain atteindre un certain niveau de neutralité carbone pour peu que vous respectiez les règles de la Science-Based Target. Donc, il y a un petit côté, bon, demain on rase gratis et donc forcément,
parfois des effets un peu bizarres comme ceux que vous évoquez. Après, sur la rentabilité des actifs, et après je vais laisser à Pierre très rapidement, moi je ne pense pas que ça soit rédhibitoire, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre de projets d'énergie renouvelable qui sont parfaitement rentables, qui affichent des taux de rentabilité, on va dire, décents et qui sont pourtant vertueux dans leur implémentation et dans ce qu'ils produisent. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, moi, je ne suis pas forcément le plus spécialisé sur la partie investissement. Je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de projets. En fait, il y a une question il y a souvent une question d'horizon de temps, c'est-à-dire que de toute façon, à long terme, finalement, de manière générale, l'intérêt général et les intérêts économiques vont se rejoindre. Effectivement, à court terme, parfois, ça peut poser des divergences d'intérêts, au sens où, à court terme, ça peut être pénalisant. Mais il y a quand même, il me semble, un certain nombre d'études. Alors, j'ai plus le nom de l'étude en tête, mais j'en avais vu une, notamment de McKinsey, qui tendait à prouver que des entreprises qui étaient très focalisées sur leur stratégie RSE avaient globalement, au moins à moyen terme, des performances plus efficaces. Ouais. Il y a une étude du BCG, en fait, qui dit que les entreprises alors, engagées dans la RSE sont 13% plus résilientes, ouais. premièrement. Ensuite, moi, j'ai fait récemment un benchmark sur l'ISR et les prises de parole des banques, des réseaux, des asset managers sur l'ISR. Et certaines disent que c'est pas moins mauvais, que pas moins bon, enfin que c'est équivalent. Et il y en a quand même pas mal d'entreprises qui disent que les performances de ces investissements socialement responsables sont équivalents ou supérieurs aux investissements traditionnels. Mais il y a pas mal de banques qui, enfin certaines ne prennent pas de risques et disent c'est pareil, d'autres disent ça peut être mieux. Voilà. Et effectivement, le terme est important, c'est-à-dire beaucoup disent c'est mieux à moyen long terme. En fait, ce débat, il semble quand même en passe d'être dépassé, effectivement, en fonction de tout ce qu'on lit. Après, moi, je voulais rebondir, alors ce n'est pas forcément sur la partie investissement, mais sur mettre en place, parce que c'est le sujet qui m'anime, des services financiers qui soient plus responsables, alors, ou en tout cas avec un impact davantage positif, que ça soit d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social. En fait, ce que je pense percevoir, c'est que la problématique, c'est plus une problématique de changement et où finalement on vient potentiellement déstabiliser un business model établi. Et typiquement, on a pu le voir sur le crédit, par exemple, ou sur des produits comme ça, où c'est la notion de responsabilité, elle est venue par la contrainte du législateur, parce que tout simplement, il y avait un enjeu très fort à court terme. Il y avait un enjeu peut-être encore plus fort à long terme qui est finalement la pérennité du modèle économique, parce qu'à force d'aller trop loin, de chercher trop de rentabilité à court terme sur du crédit, on peut finir par tuer un produit ou un type de produit, mais il a fallu que le législateur oblige finalement à faire un certain nombre de compromis et de sacrifices à court terme pour pouvoir remettre une activité plus saine. Je pense à tout ce qui s'est passé notamment autour du crédit conso dans les années 2000 et à la fin des années 2000 avec la loi Lagarde, par exemple. Je propose peut-être d'enchaîner sur une autre question qui est encore une fois une double question. Comme il y a eu beaucoup de questions dans le chat, j'essaye de faire des regroupements stratégiques. La première partie de cette question, elle porte sur la forêt, sur le rôle de puits de carbone de la forêt. Les personnes qui ont assisté au webinaire se demandent si le bilan est neutre pour les arbres adultes et est-ce qu'il n'y a pas un maximum en fait, de séquestration de CO2 qui est atteint dans le temps une fois que tous les arbres ont terminé leur croissance. Et du coup, la deuxième partie de la question, elle est sur
la question de la séquestration versus la compensation versus la réduction des émissions. On a l'impression que les entreprises sont plutôt dans la compensation aujourd'hui. Est-ce qu'elles ne devraient pas plutôt être dans l'évitement des émissions? Moi, je vais prendre celle sur la forêt, par hasard. Oui, effectivement, en fonction des essences, en fonction de l'âge, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, la balance devient négative, c'est-à-dire que l'arbre a tendance à émettre beaucoup plus de CO2 qu'il n'en capte. C'est pour ça, alors, je ne vais pas défendre mon parti, mais c'est aussi pour ça que cela milite. Même vous regardez tous les documents qui ont été établis par le ministère de la Transition écologique, même dans la stratégie nationale bas carbone et autres, il est prévu justement d'intensifier ces productions de forêt, c'est-à-dire couper les éléments les plus âgés qui commencent à avoir un bilan carbone un peu critiquable pour replanter. Mais alors, ça ne se fait pas de cette manière-là. Il faut vraiment instaurer une forme de roulement. Et ça, pour le coup, en France, on est plutôt bien encadré, y compris dans ce label bas carbone. Le but, globalement, c'est d'avoir des massifs forestiers avec différentes maturités. Comme ça, c'est prélever les éléments les plus âgés, qui, d'un point de vue carbonique, comme je viens de l'expliquer, ont une balance un petit peu déficitaire. Et ensuite, de fil en aiguille, de replanter des jeunes plants qui, pour le coup, eux, absorbent relativement peu de CO2. Il faudra attendre entre 15 et 30 ans parfois pour qu'ils puissent véritablement atteindre leur maximum. Donc oui, c'est un actif qui se gère. En tout état de cause, ce n'est pas parce qu'on va placer la forêt sous une cloche de verre qu'elle continuera à remplir son rôle de séquestration et de captation de CO2. Ça, c'est certain. Sur la deuxième partie, je pense que c'est plus Thomas, non? Il s'avère que j'ai bougé de pièce et donc je n'ai pas entendu la question. Camille, est-ce que tu peux la redonner, s'il te plaît? Désolé. Oui, la question porte sur la réduction, la compensation des émissions. Les entreprises ont l'air d'être plutôt en fait, dans une logique de compensation et pas d'évitement des émissions. Est-ce que ce ne serait pas plutôt vers ça qu'elles devraient aller? C'est l'exemple que je donnais entre Air France et KLM. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait un comportement sans effort d'évitement, de réduction, de mesure, etc., et qui ferait de la compensation, serait comparé à un mec qui roule en Porsche Cayenne et qui, du coup, va planter 3 arbres. Voilà, c'est pour ça qu'il est ultra nécessaire d'agir, évidemment, sur la mesure, l'évitement, la réduction, et de communiquer dessus, en impliquant tout le temps. Voilà. Mais je connais, moi, certains de nos clients sont hyper exigeants là-dessus et, par exemple, refusent aux mauvais élèves, aux mauvaises BU, aux BU qui ne travaillent pas assez efficacement le carbone. Ces entreprises-là refusent que celles-ci compensent et n'ont le droit de compenser que les meilleurs élèves sur la réduction carbone des BU. Et ça, je trouve ça vachement intéressant, même si on peut se dire, c'est dommage, il y a des activités à côté qui ne sont pas compensées. Mais dans ces entreprises-là, c'est une sorte de récompense d'avoir le droit de compenser. D'accord. Il y a une question qui serait peut-être encore pour Eric. En fait, il y a eu plusieurs questions sur l'agriculture au cours du webinaire. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que les sols agricoles ont un potentiel plus important que les forêts pour capter du carbone et pour jouer un rôle écologique? Et quel pourrait être le rôle des agriculteurs et du monde agricole dans ce sujet du carbone? Je veux bien que Stéphane intervienne sur la partie agricole, parce qu'il connaît bien cela. Après, je reprendrai. Stéphane? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ouais. Alors en fait, donc sur la partie agricole, en fait, si j'ai bien écouté la question, c'est de savoir l'impact dans le monde. Alors je peux répondre de deux manières. D'abord, toute la partie agriculture et forêt à l'échelle mondiale, ça représente à peu près 24% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on prend cumul forêt plus agriculture, qui a un lien fort, puisque globalement, vous déforestez beaucoup pour faire de l'agriculture. 24%, c'est autant, par exemple, que l'électricité sur lequel il y a beaucoup d'attention et probablement un peu moins. Et après, donc, dans l'agriculture, vous avez surtout les émissions de méthane qui sont un gros sujet. Les émissions de méthane, c'est la riziculture et essentiellement le bœuf, on va dire ça comme ça.
Et donc le bœuf avec l'héros. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est en fait engrais azotés. Donc les engrais azotés, c'est fabriqué à partir de gaz naturel en général. Et puis en fait, l'azote, quand il arrive sur la Terre, il y a une toute petite partie infime qui va se comporter en N2O. Mais le problème du N2O, c'est que quand vous le convertissez en CO2 équivalent, c'est donc 300 fois plus nocif que le CO2. Autrement dit, 1 gramme de N2O égale 300 grammes de CO2. Et donc, même si c'est des parties infimes, ça a un énorme impact. Alors, donc, la question était plutôt en fait de savoir si l'agriculture pouvait être contributeur positif pour le sujet environnemental. Contributeur positif, c'est-à-dire servir à la compensation? Oui, tout à fait. Servir à capter, servir à compenser. Oui, il y a forcément un peu de ça. Il y a un moment aussi où, dans une certaine mesure, quand vous avez des bonnes pratiques agricoles, vous allez pouvoir aussi régénérer les sols, vous allez pouvoir aussi arriver à avoir, mais il faut vraiment changer les pratiques. C'est-à-dire que quand vous restez sur un modèle extensif, c'est-à-dire grande monoculture avec usage intensif d'engrais synthétiques, là, c'est très difficile d'avoir un projet qui ne soit pas émissif. Je rajouterais juste un élément, c'est qu'il y a beaucoup d'ambition pour tout ce qui est projet d'agroforesterie. On a un groupe de travail d'ailleurs à l'AFR sur ce sujet-là. On voit que ça fonctionne très bien. Le principe globalement, c'est au sein d'une prairie ou de terres agricoles de replanter des arbres. On s'aperçoit que le bilan individuel de l'arbre, le bilan carbone, est juste exceptionnel et que ça contribue réellement à une véritable richesse de la biomasse. Donc, c'est sans doute vers ce type de projet aussi qu'il faut tendre. Mais comme le disait Stéphane, réinventer l'agriculture comme ça en un simple claquement de doigts, ça va être très, très compliqué. Je pense qu'il y a une vraie éducation à faire, notamment sur l'agriculture. On voit dans notre groupe de travail, notamment sur l'agroforesterie, c'est un vrai sujet. C'est comment est-ce qu'on fait concilier deux mondes, la forêt, l'agriculture, comment est-ce qu'on change les mentalités, comment est-ce qu'on fait évoluer ce milieu. Et c'est tout l'objet de notre réflexion de ce groupe de travail. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. J'ai une petite question peut-être pour Stéphane. Séquestration contre compensation. Est-ce que tu serais en mesure d'expliquer la subtilité, la différence entre ces deux phénomènes? Évidemment qu'il peut. Voilà, alors, enfin, je vais essayer et je vais prendre un exemple, par exemple, pour expliquer ça sur la base de peut-être Total. Donc, Total a vendu il n'y a pas très longtemps une cargaison de gaz naturel liquéfié à un partenaire chinois. Je ne sais plus si c'était PetroChina ou Sinop, mais peu importe. Et donc, il a dit, bah, voilà, j'ai une cargaison de LNG qui est 100% neutre en carbone et j'ai compensé ces émissions avec deux projets, un projet forêt au Mozambique et un projet de production d'électricité renouvelable en Chine. Et donc, en fait, sur ces deux projets, avec cet exemple très concret, on peut déjà commencer à réfléchir. Et premier sujet, sur le projet d'énergie renouvelable. Donc, le projet d'énergie renouvelable en Chine, l'argumentaire, comment ils ont calculé les tonnes de CO2 évitées, ils ont dit, si je ne mets pas en si je mets pas en production des énergies renouvelables, des éoliennes par exemple, en fait, je vais utiliser une représentation du mix électrique chinois qui est très carboné et donc il y a une différence entre les deux. Et donc voilà, donc là, première remarque que vous pouvez faire, vous voyez bien que la mise en place des éoliennes, elle va émettre des CO2. Donc en fait, physiquement, ce qui se passe, c'est que vous émettez moins de CO2 que si vous ne mettiez pas les éoliennes, mais au global, vous émettez quand même du CO2. Donc il n'y a pas vraiment de capture de CO2 de l'atmosphère, que ça soit dans le sol ou ailleurs. Et puis, la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les acteurs du secteur électrique, ils investissent dans des énergies renouvelables. Quand vous reprenez les derniers chiffres des investissements, vous remarquerez que les énergies renouvelables, ça représente les 2/3 ou les 3/4 des nouvelles capacités installées de production d'électricité dans le monde. Donc, on peut se poser la question aussi de ce qu'on appelle l'additionnalité. Dans quelle mesure le fait que, via des mécanismes de crédit carbone, vous pouvez financer des projets d'énergie renouvelable, ça va créer une nouvelle dynamique. Personnellement, je pense qu'en Chine, il y a déjà beaucoup d'installations d'éoliennes, donc on peut se poser aussi cette question. Et puis enfin, donc le deuxième projet sur la forêt en Mozambique, tout dépend comment le projet va être fait et comment vous allez pouvoir être sûr que
au fil du temps, le CO2 va être bien stocké et il va bien stocker pendant une longue période, puisque évidemment, si souvent donc, les crédits carbone, c'est des mécanismes qui garantissent sur une vingtaine d'années la mise en place de projets. Imaginons que sur la 21e année, il y a un feu de forêt ou il y a une coupe sauvage qui soit faite à l'endroit. Vous avez quand même compté les 20 années précédentes un certain nombre de tonnes de CO2 qui d'un coup se trouvent déstockées. Donc ça pose vraiment des questions importantes, ces mécanismes de compensation, etc. Et donc vous voyez bien la différence entre la compensation et de l'autre côté, voilà. Petite question pour les financiers qui sont dans la place. Les indicateurs ESG et ISR et l'ISR de manière générale sont-ils suffisants ou est-ce qu'il faut aller plus loin et parler de finance d'impact pour changer le monde? Qui veut répondre? Moi, je peux donner mon point de vue. L'ISR, c'est un label qui est donné après audit. Voilà, et l'impact, c'est beaucoup plus engagé, exigeant, positif, etc. Donc, forcément, il y a beaucoup d'ISR. Mais en l'occurrence, Madame la Présidente, c'est toi la grande experte du sujet. Donc, Oui, je peux parler du label déjà, ISR et de la finance d'impact. Il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, la démarche avec une labellisation ISR, c'est prendre en compte des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui étaient, je pense, aujourd'hui une première étape du milieu financier pour commencer à intégrer des facteurs sociaux environnementaux dans sa manière de concevoir des portefeuilles, sa manière de concevoir son investissement. Aujourd'hui, on pense que l'impact, c'est la suite logique qui va beaucoup plus loin que l'ESG, parce que c'est prendre en compte ces externalités positives et aussi négatives, y faire face et les comptabiliser et y trouver des solutions. Mais aujourd'hui, l'impact reste un très, très faible pourcentage. Il y a des problématiques qui commencent à se poser, notamment sur la méthodologie, la même chose qu'on va retrouver sur des critères ESG. Et tout l'objectif, c'est de ne pas reproduire ce que nous avons fait avec ces critères ESG, donc qui composent ce label ISR, mais plutôt de prendre partie, on va dire, de cette expérience et de créer un nouveau modèle en se disant on uniformise, on crée une méthodologie commune, une définition commune. D'ailleurs, récemment, le FIR et France Invest ont défini la notion d'impact et je pense qu'on devrait tous s'appuyer là-dessus pour définir cette terminologie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, un prochain événement sur cette notion d'impact, oui. Alors, sinon, vous voulez également, le 25 mars dernier, Finance for Tomorrow, ils ont organisé toute une journée liée autour de l'impact. Donc, nous, effectivement, au sein des AFR, c'est un sujet qu'on suit de très près parce que nos membres ambassadeurs, et notamment un, est un fervent défendeur de l'impact et de notamment cette méthodologie commune. Donc, on suit ça de très près et pourquoi pas organiser un événement spécifique avec eux sur ce sujet. S'il y en a qui veulent poser des questions, micro ouvert, on peut. Il nous reste 3 minutes et après, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'était déjà très, très riche. J'ai partagé aussi le site web de l'association, plus le profil LinkedIn pour tous ceux qui veulent rejoindre et adhérer. Comme Olivia ne fait pas le pitch voilà, si vous voulez nous... Je suis une très mauvaise commerciale. En fait, je n'ai rien à vous vendre. On est là en toute indépendance. Et donc, voilà. Je suis un vendeur de... Ouais. Et donc, il y a le lien vers le site web, le profil LinkedIn, enfin la page LinkedIn des AFR, et vers les 6 profils des 6 personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Voilà, donc si effectivement vous avez des questions, si vous voulez d'autres précisions, donc on va mettre le support du webinaire à disposition sur notre site internet. Il y aura également le replay. On va le faire circuler. Donc, comme on n'a absolument pas collecté d'adresse email de qui que ce soit, ça sera à vous si vous voulez, on va dire, avoir l'information, venir sur notre site et jeter un petit coup d'œil, notamment peut-être sur la page Nos actions, et voir quelles actions on mène au sein des AFR. Pourquoi est-ce qu'on veut une finance en conscience, amie de l'homme et de la nature? Et, voilà. Et puis après, si vous avez envie d'adhérer, vous pouvez. Voilà, c'est assez libre. Et on fera sûrement une fête au printemps dès qu'il fera beau, au printemps. On espère qu'on arrivera à faire une fête pour les 1 an. Les membres, voilà. Peut-être sur une péniche d'ailleurs. Enfin bon. Au hasard. Au hasard, exactement.
Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas, je vais vivement tous vous remercier. Merci beaucoup à nos membres ambassadeurs, Thomas, Eric, Pierre, Stéphane et Camille, d'avoir organisé, assisté, enfin, vous avoir partagé toutes ces connaissances. J'espère que ça vous aura fait réfléchir et qu'on aura planté plein de petites graines. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite tous une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Et à toutes. Ah, Merci, bravo. au revoir.